Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des filtres. Les filtres qui s'interposent entre vous et la réalité. En fait, je vais faire tomber immédiatement, le mystère. La réalité n'existe pas. La réalité est votre réalité à l'instant T, sachant que elle peut éventuellement changer, cette réalité, peut-être plus tard. La réalité est aussi donc variable. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de vous. Elle dépend de votre point de vue. Sachez que entre la réalité et vous, il y a 9 filtres. Et moi, je vois en fait ces filtres comme des grandes passoires, positionnées les unes en dessous des autres, avec des tamis de plus en plus petits. Ce qui montre à quel point, entre la totalité de ce qui peut exister autour de nous et ce que nous allons en retirer, en comprendre, il va y avoir beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, et cela de façon tout à fait naturelle. Alors, je vais vous expliquer à travers ces 9 filtres, pourquoi, quand vous pensez avoir été parfaitement clair, que ce soit de façon orale ou que ce soit dans un mail, bizarrement, les personnes n'ont pas compris tout ce que vous avez dit. Voire pire, ils peuvent avoir compris des choses différentes. Voire encore pire, ils peuvent vous dire que vous avez dit des choses que vous n'avez jamais dites ni même pensées. Pourquoi quand vous dites blanc, bizarrement, certaines personnes vont comprendre vert ou marron ou jaune poussin? Est-ce de la mauvaise foi? La plupart du temps, c'est ce qu'on pense. Mais quelle mauvaise foi! Mais c'est pas possible, il me prend pour un jambon celui-là. Que ne l'ai-je entendu? Les managers se prennent la tête avec ce genre de choses quand ils donnent des instructions et que finalement, au résultat, ils sont un peu surpris. Ou quand on donne une réunion et finalement ce qui peut en ressortir. Et bizarrement, si on interrogeait individuellement chacune des personnes qui a assisté à la réunion, c'est la même chose que dans un film, vous allez vous rendre compte qu'il y a des versions différentes, que les personnes ont retenu, ont été marquées par des choses différentes, et puis d'autres choses sont passées complètement à l'as. Tout cela, je vais vous l'expliquer. Alors, on va commencer par le premier des filtres. Et oui, notre cerveau, on appelle ça les filtres neurologiques. Il est évident que, suivant mon état de fatigue, ou si je suis dans un état altéré, mettons que je sois malade, que je sois enrhumé, ou si j'ai passé une très mauvaise nuit de sommeil, ou que nous sommes au début de la journée ou à la fin de la journée, je ne vais pas avoir les mêmes performances. Voilà. Et ça, on n'y fait pas suffisamment attention. Si on doit avoir une discussion un peu, impactante, délicate avec quelqu'un, il vaut peut-être mieux avoir cette discussion à un moment donné où on se sent en forme. Des études ont montré que, à travers par exemple une étude qui s'est faite au Canada, une équipe de chercheurs en psychologie a obtenu l'autorisation d'accéder aux résultats des commissions de mise en liberté conditionnelle, et ils ont eu accès à 2 ans de ces dossiers. Alors on peut se dire que la justice obéit, à des règles, carrées, immuables. On a souvent cette idée. Mais dans la réalité, en fait, une décision de justice, elle est aussi faite par des humains en fonction de ce qu'ils comprennent d'une situation, mais aussi en fonction de leur disponibilité mentale, de leur capacité en fait à prendre en compte plus ou moins de données. Et on s'est rendu compte, ces chercheurs se sont rendus compte que malheureusement, une personne avait 5 à 10 fois plus de chances d'obtenir une réponse positive à sa mise en liberté conditionnelle le matin que l'après-midi, et je ne vous parle même pas du soir. Donc vous voyez quand même l'incidence que peut avoir le fait de se forcer, par exemple, à travailler et à faire des choses délicates, alors que
notre cerveau n'est plus en capacité de le faire. Donc à nous aussi de choisir de faire certaines choses à certains moments et de faire d'autres choses à d'autres moments. Quand le cerveau a besoin de se reposer, nous avons tous des tâches à faire qui demandent peu de tracas mentaux. Il y a juste à faire. Eh bien, c'est peut-être dans les moments où on est en baisse de forme qu'il faut faire ces choses. On connaît tous, par exemple, la petite, apathie qui s'abat sur un grand nombre de personnes après la pause déjeuner. Eh bien, c'est peut-être là, à la pause déjeuner, qu'il faut faire des choses, ou peut-être mécaniques, qui vont plutôt utiliser nos compétences manuelles, ou qu'il faut faire des choses justement qui nous obligent à être en relation avec des personnes, mais sans qu'il y ait trop d'enjeux. Parce que le fait d'être en relation avec quelqu'un maintient nos neurones en activité. Alors que si par exemple on lit un article ou on lit un rapport après la pause déjeuner, eh bien, un certain nombre de personnes vont avoir tendance à piquer du nez. C'est pas que ce sont des flemmards, c'est juste naturel. Nous devons compter avec nos cycles naturels. Donc je vous parlerai certainement un jour des cycles naturels, puisque nous ne fonctionnons pas tous exactement sur les mêmes cycles. Il est bon de savoir, grosso modo, si on est du matin, de la fin de matinée, de l'après-midi, du soir. Ça nous rendra service, puisque nous allons plutôt choisir de faire les choses stratégiques ou les choses qui nous demandent un effort mental au moment où nous sommes les plus en forme. Voilà. Voilà donc pour le premier filtre, qui peut paraître souvent anodin, parce qu'on a un peu tendance quand même à se considérer comme des machines. Il faudrait tout le temps qu'on soit au tip-top de notre potentiel, de notre forme, de notre productivité, mais ce n'est pas comme cela que ça marche. Un robot, oui, peut-être. Et encore, parfois il a des pannes et on peut se demander pourquoi. Qui ne s'est pas énervé devant son ordinateur, qui tout à coup a décidé de faire, une mise à jour, ou qui avait du mal à la faire justement. Petite expérience récente. C'est très énervant. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous avons des moments où nous sommes en forme. Nous avons des jours où nous sommes plus particulièrement en forme. Eh bien, il s'agit là, voire éventuellement de revoir un petit peu notre planning pour pouvoir surfer sur cette vague. Et à contrario, les jours où nous ne sommes pas en forme, essayer de se ménager un petit peu avec des tâches qui vont être moins impactantes, moins demandeuses en ressources pour nous. Donc voilà. Voilà pour le premier filtre, les filtres neurologiques. Donc deuxième filtre maintenant, et c'est un énorme morceau, un morceau qui va nous suivre toute notre vie, que nous soyons d'accord ou pas. Bien sûr qu'on va pouvoir travailler dessus, sinon je ne ferais pas ce métier si je pensais que c'était impossible de travailler sur des parties aussi importantes de nous. Néanmoins, que ça nous fasse plaisir ou non, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça va nous suivre toute notre vie, et changer des éléments va nous demander du travail, va nous demander de prendre sur nous. Ce sont les filtres psychosociaux. Moi, je les vois en fait comme étant notre terreau. C'est là où nous avons planté nos racines, qui se sont développées, déployées. Et c'est pour cela que c'est aussi important pour nous. Et ça va nous suivre, comme je vous l'ai dit, toute notre vie. Ça va avoir en tout cas une importance pendant toute notre vie, parce que c'est notre cadre de référence. Et je pense que vous n'aurez aucune difficulté à le comprendre quand je vous aurai expliqué de quoi il s'agit. D'une part, il s'agit de notre culture. La culture dans laquelle nous avons baigné, la culture, d'une ville, d'une région, la culture du Sud, c'est pas tout à fait la culture du Nord, mais la culture française, c'est pas tout à fait la culture italienne, ou la culture allemande, ou la culture australienne. J'ai une cousine en Australie. Bonjour, salut Laure. Donc on en parle parfois de ces différentes visions. Il y a même un film qui a eu énormément de succès en France, qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis, qui était justement basé sur la vision que le Sud peut avoir du Nord. Voilà.
Hein, le héros se retrouve obligé d'aller travailler dans le nord et c'est, une punition énorme qui lui tombe sur les épaules. Et au début, c'est très difficile pour lui. Tout ce qu'il voit, il va le voir avec un filtre un peu noir, un peu dur. Il va les considérer comme laxistes. Il va absolument pas comprendre d'ailleurs leur langage. Et il va lui falloir un certain temps, en fait, pour, alléger un petit peu ses résistances et faire vraiment connaissance avec ce nouvel environnement et pour finir par l'apprécier. Donc, notre terreau est très important pour nous. Il contribue quand même à des fondements très profonds de notre comportement et de notre vision du monde. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans quel autre terreau avons-nous planté nos racines ? Eh bien, dans les racines de la famille, enfin dans le terreau de la famille. Et donc, chaque famille a des us et coutumes, elle a des valeurs, elle a des croyances, elle a des principes de vie qu'elles inculquent à leurs enfants, ce qui est tout à fait normal. Et donc, il est évident que la vision, de la vie et du monde de cette famille va modeler notre façon que nous avons justement de voir ce monde, de le comprendre. Voilà. Donc nous en sommes à 2 filtres. Il y en a 9. 9 passoires les unes au-dessous des autres. Mais dans les filtres de la pensée, qui sont les 3 premiers filtres, j'appelle les filtres de la pensée parce qu'en fait, nous n'avons pas commencé à parler. Hein. C'est ce qui se passe dans notre tête, ce sont les traitements dans notre tête. Il est évident que ce ne serait pas complet sans nos propres filtres, nos filtres personnels. Depuis que nous sommes nés jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas cessé de faire des expériences de vie. Il y a des choses que vous avez appréciées, des choses qui vous ont marqué, des choses qui vous ont rendu joyeux, des réussites, des échecs. Tout cela a eu des impacts dans votre façon, en fait, de voir le monde, de vous situer dans ce monde. Ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ça, c'est entre autres, pas seulement, bien sûr, dû à nos filtres personnels. Ce que nous avons, les challenges que nous avons réussi à relever. Et les problèmes que nous avons rencontrés et que nous n'avons pas encore réussi à dépasser puisque nous les rencontrons toujours ou qu'ils nous marquent toujours. Donc ça, c'est le 3e filtre. Il est évident, par exemple, que une personne qui a eu un accident de voiture, eh bien, ne va pas être totalement zen quand elle va se retrouver en voiture ou quand elle va retrouver une scène qui va ressembler. Par exemple, si l'accident a lieu sur une autoroute, eh bien, peut-être que à chaque fois que la personne va rentrer sur une autoroute, il va y avoir une petite tension intérieure. Ça, c'est dû à nos filtres personnels. Donc, ces 3 premiers filtres vont nous programmer. C'est-à-dire que, quelque part, avec ces 3 premiers filtres, la programmation, c'est peut-être d'ailleurs le 2e et 3e filtre, donc les filtres psychosociaux et nos filtres personnels vont contribuer à énormément de programmation automatique, des choses que nous allons faire de façon automatique sans avoir à y penser particulièrement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe par rapport à mon premier exemple sur les filtres neurologiques, notamment cette recherche qui a abouti au fait que on a découvert que finalement des décisions de justice étaient peut-être plus positives en début de journée en fin de journée. C'est tout simplement qu'au fur et à mesure en fait que nous nous fatiguons, eh bien nous allons de plus en plus revenir sur un comportement automatique. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais que il était préférable, face à une situation délicate qui demande donc une meilleure observation, une meilleure écoute, une meilleure compréhension des enjeux, qu'il est préférable de le faire quand on est frais. Et pas quand on est fatigué, parce que quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller, le cerveau de toute manière n'a pas trop le choix, il va aller sur des réponses automatiques.
Et ces réponses automatiques, un grand nombre de ces réponses automatiques, elles sont créées par nos filtres socioculturels et par nos filtres personnels. Donc maintenant, passons plutôt aux filtres sensoriels. Donc ce sont ces sens, notre toucher, notre ressenti intérieur, donc nos émotions, ce que nous entendons, ce que nous voyons, qui nous permet de prendre contact avec la réalité. Et là aussi, quelque part, même si nous utilisons la plupart du temps, pour ceux qui le peuvent, malheureusement, des personnes qui n'ont pas accès à l'un ou l'autre des sens, évidemment, ça va être... il faut compenser d'une autre façon, il faut le recréer d'une autre façon. Le cerveau a d'énormes capacités pour recréer de l'information. Donc même si on utilise ces trois sens, il se trouve que là aussi, il va y avoir une légère hiérarchie entre ces trois sens. Et donc, on va être plutôt visuel, kinesthésique, auditif, auditif, kinesthésique, visuel, enfin bref, toutes les combinaisons sont possibles. Mais ça va avoir des incidences. Ça va avoir des incidences parce qu'il va faire son marché, ce premier des sens. Et donc, les autres sens vont travailler sur ce qui a été déjà présélectionné. Je ne sais pas si vous voyez l'incidence, c'est-à-dire que des personnes qui sont visuelles, elles vont plutôt remarquer toutes les informations de nature visuelle, les couleurs, claires, obscures, mouvements, mais aussi être beaucoup plus réceptif à la métaphore. Et des personnes auditives vont être beaucoup plus réceptives à toutes les informations en fait de nature auditive. Il faut qu'on leur parle à ces personnes-là, il ne faut pas simplement leur montrer par exemple un PowerPoint. Donc ces personnes, elles ont besoin d'entendre et elles ont besoin aussi qu'on parle un peu plus lentement. Elles vont être beaucoup plus précises que les personnes visuelles qui sont plus intéressées par de la globalité. Ils se font une image des choses. Donc ils adorent par exemple les schémas. Mais les personnes auditives aiment comprendre, tous les tenants et les aboutissants et ils peuvent du coup agacer par exemple les visuels en posant des questions très précises. Et c'est pas que ce sont des personnes tatillonnes, c'est qu'elles fonctionnent comme cela, et puis c'est surtout que nous avons besoin des différents types de personnes pour pouvoir, maximiser nos chances quand même d'accéder à une réalité la plus complète possible, la moins modifiée possible. Donc, tous les profils, en fait, se complètent. C'est pour ça que c'est dans la nature. La nature, elle fait rien au hasard, de toute manière. Donc on a parlé des visuels, on a parlé des auditifs, mais il y a aussi les kinesthésiques, ces individus qui font plus confiance à leur intuition que les autres, qui ont un raisonnement, qui peut paraître irrationnel, et bizarrement, pour autant, parfois c'est elles qui avaient raison. Parfois elles ne sont pas capables d'expliquer pourquoi elles ont pris une décision, mais c'est la bonne décision, en tout cas c'est la bonne décision pour elles. Donc les personnes kinesthésiques, elles, évidemment, elles ont donc, comme je vous l'expliquais, beaucoup plus accès à leur intuition, et ce sont des personnes, en fait, qui ont besoin de vivre une expérience. Ce sont des personnes qui sont plus en contact avec leur émotionnel, avec leur monde intérieur, avec leur ressenti. Elles vont d'ailleurs, ça peut s'exprimer justement par des... oui, je le sens bien, je le sens bien ce contrat, je le sens bien ce partenaire. Voilà. Alors qu'une personne visuelle va plutôt dire oui, je vois bien. Je vois bien la situation, et une personne auditive va dire oui, j'entends bien. Ce n'est pas totalement par hasard, c'est pas un artifice. C'est que ce genre de phrase nous montre quel canal en fait fonctionne en priorité, en tout cas dans cette scène. Alors, il peut arriver aussi que notre hiérarchie de sens change en fonction des contextes. Moi, par exemple, quand je suis en formation, le canal auditif marche énormément. Ça paraît logique. Quand je suis en formation, quand je suis dans l'accompagnement, je veux dire, c'est quand même mes oreilles et après le visuel. Donc, nous en sommes à 6 filtres et nous n'avons pas commencé à parler. Donc, pour parler, nous allons énormément utiliser les filtres linguistiques. Et ces filtres linguistiques, c'est la généralisation. Tout le monde, jamais, aucun, les grandes valeurs,
les grandes règles, tu dois, il faut, il y a qu'un faucon, tout ça, ce sont des généralisations. Les omissions ou sélections, c'est la même chose en fait. Et là, je veux dire, ça se comprend très bien, puisque je vous ai expliqué justement qu'il y avait une légère hiérarchie entre les sens, il est évident donc qu'il va y avoir une partie des informations qui va passer à l'as tout à fait naturellement. Et donc, naturellement, nous allons donc omettre de dire certaines choses. Et la plupart du temps, en fait, nous allons omettre de dire ce qui nous paraît évident pour nous. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le gros problème que nous avons justement avec ces filtres, c'est que nous considérons que c'est juste normal de fonctionner comme on fonctionne, que c'est juste normal de comprendre comme on le comprend, et du coup, on ne comprend pas que l'autre fonctionne différemment, ou que l'autre, ne sache pas ce que l'on sait. Donc, on ne va pas forcément en parler. Et ça va donner lieu à beaucoup de malentendus. Il y a des choses que l'on ne va pas préciser, et il faut savoir que le cerveau ayant horreur du vide, il va remplacer tous les trous dans notre, dans notre propos, tous les trous dont on n'a pas conscience en fait. Mais il va les remplacer par quoi? Il va les remplacer par ses propres filtres, qu'on appelle notre modèle du monde d'ailleurs. Le résultat en fait du travail de ces 9 filtres nous permet d'obtenir un modèle du monde qui nous appartient. Mais il est unique ce modèle du monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes absolument uniques au monde. Vous êtes unique au monde. Personne au monde ne peut être pareil que vous, rien que par les 6 premiers filtres. Et oui, parce que les deux dont nous venons de parler, les 2 filtres linguistiques dont nous venons de parler, ce n'est quand même finalement que du traitement automatique. C'est un peu le résultat de ce qui s'est passé précédemment. Enfin d'ailleurs le 3e aussi. Mais je vous en parlerai tout à l'heure du 3e. On va déjà terminer sur les omissions ou sélections qui sont un foyer à malentendus, à disputes, à croyance que l'autre a de la mauvaise foi, qu'il est mal intentionné, alors que je ne dis pas que la mauvaise foi n'existe pas. Mais en fait, il y en a beaucoup moins qu'on ne le croit. Ce qui se passe, c'est que les gens pensent différemment de nous et ils ne savent pas les mêmes choses que nous et qu'ils ont remplacé ce que nous n'avons pas dit parce que ça nous paraissait évident par ce qu'ils ont compris de la situation et leur propre modèle du monde. Et donc du coup, c'est pour cela que parfois on se retrouve face à des situations incongrues, où finalement, en tant que, par exemple, je parle par exemple d'un manager ou d'un parent qui va devenir hyper tatillon à un moment donné parce qu'il se rend compte que il y a quelque chose qui s'est mal passé parce qu'il aurait pas dit quelque chose. Moyennant quoi, il va noyer l'autre sous des tonnes d'informations qui, de toute manière, vont passer par tous ces filtres et ça, ça pourrait juste empirer la situation parce qu'à un moment donné, trop d'informations tue l'information. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal que les personnes, aient l'oreille sélective. Oui, on dit souvent, il ou elle a l'oreille sélective. Oui. Vous aussi. Moi aussi. Tout le monde. On a l'oreille sélective. Pour ne pas avoir l'oreille sélective, et encore, j'ai envie de dire, pour limiter les dégâts de l'oreille sélective, il va falloir, en fait, apprendre à utiliser un outil que tous les communicants connaissent, qui s'appelle l'écoute active. Et oui, écouter n'est pas quelque chose de passif. Écouter, bien écouter, c'est quelque chose, d'extrêmement actif. Donc, si vous voulez limiter les problèmes, et j'aurais tendance à considérer, alors il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, je précise, je n'ai rien à produire de scientifique sur ce sujet-là, mais de mon expérience et de l'expérience de beaucoup de monde, je peux vous dire que 80% de tout problème de
communication peut être anticipée et ou réglée par le biais de cette écoute active. Et vous allez voir que vous le faites parfois de façon très naturelle, notamment par exemple quand vous êtes au téléphone, parce qu'au téléphone, en fait, il vous manque de l'information. Et oui, vous n'avez pas le visuel. Votre cerveau est obligé de recréer cette partie d'information. Donc, comment faites-vous? Eh bien, naturellement, en fait, vous allez faire ou répéter la personne, ou vous-même, vous allez répéter ce que vous avez compris. Vous allez répéter texto, ou vous allez faire un résumé. Cela pour vous assurer, en fait, que vous avez compris ce que vous deviez comprendre, ou que vous vous êtes mis d'accord sur ce qui était important de se mettre d'accord. Eh bien, cela, c'est de l'écoute active. Enfin, c'est une partie d'écoute active, ça s'appelle la reformulation. Vous allez aussi peut-être vous rendre compte qu'il manque certaines informations et vous allez poser des questions. Eh bien, ça aussi, poser des questions, ça va permettre justement, en fait, d'aller éclairer des points qui sont passés à l'as et ça va permettre donc d'éviter des malentendus. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est évidemment écouter, mais écouter en présence. Je me suis vraiment aperçue, il m'a fallu d'ailleurs du temps en fait pour m'en apercevoir parce que je n'avais pas ce problème, sinon je n'aurais pas fait ce métier. C'est que beaucoup de personnes en fait sont en conversation avec d'autres personnes, mais en n'étant pas totalement là. C'est-à-dire qu'en même temps, où elle tape sur l'ordinateur, ou alors elle pense à autre chose, par exemple le coup de fil suivant, ou les courses à faire, le petit qu'il faut amener après le travail chez le médecin. On n'est pas totalement là. Donc j'aurais envie de vous rajouter en fait la présence. Donc écoutez, posez les questions, reformulez, et être vraiment là. Si vous n'êtes pas disponible, eh bien vous serez beaucoup plus efficace, par exemple, en disant simplement à la personne, gentiment, écoute, ce que tu as à me dire est très important, ou le sujet est très important, mais là je me rends compte que je ne suis pas du tout concentrée, je te propose qu'on prenne un rendez-vous, ou je te propose qu'on en parle un peu plus tard, je ne sais pas moi, à la réunion suivante, ou je reviens vers toi dès que j'ai réglé mon problème, pour pouvoir finalement terminer peut-être ce que vous aviez en tête, et être 100% présent lorsque vous serez en conversation avec la personne. Vous verrez que rien que ça va améliorer votre qualité relationnelle avec la personne, et que ça va limiter les risques de problèmes ultérieurs. Et puis en plus de ça, ça a quand même un effet extrêmement positif de bien-être réciproque. On se sent bien dans ces moments en fait où on est en face de quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute. Maintenant, il reste le dernier des filtres linguistiques, le dernier des filtres tout court, ce sont les distorsions. Et là, c'est autre chose, les distorsions. Les distorsions, c'est notre côté irrationnel. Et oui, nous sommes des individus irrationnels. Je suis désolée de vous le dire. Nous avons en fait beaucoup de comportements qui nous paraissent normaux pour nous, mais qui pour quelqu'un d'autre sont genre extraterrestres. C'est ça la particularité de beaucoup de distorsions, c'est que nous, on ne voit pas qu'il peut y avoir un problème, alors que l'autre en face voit qu'il y a un problème. Et que sur quelque chose, nous sommes devenus irrationnels. Pour vous donner quelques idées en fait sur qu'est-ce que c'est qu'une distorsion, eh bien à chaque fois qu'on va chercher un cause à effet, qu'on va créer artificiellement un cause à effet, nous sommes sur une distorsion. Ça a du sens pour nous, ça a peut-être du sens pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, on se dit, mais d'où ça vient? À chaque fois que nous pensons savoir ce que l'autre pense, comment il va réagir, quelles sont ses intentions cachées, eh bien,
pour nous, c'est réel, puisque c'est dans notre cerveau, et le cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous lui fourrons comme image ou comme pensée et la réalité. Donc pour nous, c'est réel. Donc nous allons, nous comporter comme si ce que nous avons dans la tête, ce que nous avons créé dans la tête, était déjà une réalité, alors que, dans les faits, on ne sait pas ce que l'autre pense. Ça s'appelle une lecture de pensée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi ? Des comportements automatiques, je crois que ça s'appelle des équivalences complexes, mais bon, c'est un nom un peu barbare, hein. Je vais plutôt vous donner un exemple. Par exemple, ça peut être oh là là, il est en retard. Oh là là, il y a dû y avoir un accident sur la route. Les deux choses, rien ne nous dit évidemment que ces deux choses sont liées. D'ailleurs, ça peut être un peu délicat en fait de faire la différence entre une équivalence complexe et finalement une cause à effet. C'est pour essayer en fait de vous donner des exemples de ce que peut être une distorsion. Une croyance est une distorsion. Une croyance, elle a une valeur pour moi, mais elle n'a pas forcément pour quelqu'un d'autre. Si par exemple je crois que en portant une patte de lapin, ça c'était quand j'étais plus jeune. Je vais avoir de la chance à mes examens, ça me concerne moi. Mais bon, quelqu'un d'autre va me regarder en disant, ma pauvre Muriel. Voilà. Et donc, quand on se rend compte qu'on tombe sur une distorsion, il faut le prendre avec beaucoup de précaution et beaucoup de respect. Parce qu'une distorsion, on ne peut pas y renoncer comme cela, et encore moins parce que c'est quelqu'un qui nous le dit. Il n'y a que nous, à l'intérieur de nous, qui pouvons modifier une de nos distorsions. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, il va falloir faire preuve de tact, d'écoute active. Et dans un premier temps, je vous conseille plutôt de contourner la difficulté, de respecter, si c'est possible, la distorsion pour pouvoir s'occuper de choses un peu plus rationnelles. Et ça fera avancer dans le bon sens. Et petit à petit, par la collaboration, par ce respect, cette écoute, eh bien, peut-être que ça va permettre justement d'amollir un peu la distorsion pour que la personne, modifie peut-être son angle de vue. Et voilà, je vous le conseille parce que sinon, en mode frontal, ça ne peut donner que des conflits et des conflits qui peuvent aller très loin et de façon totalement irrationnelle. Donc c'est dommage, c'est s'attaquer à quelque chose de trop gros, ça demande en règle générale du temps, ça demande de la prise de recul, de la réflexion de la part de la personne, et elle ne le fera que si on l'a respectée, si on a vraiment discuté avec elle. Et tout cela fait que maintenant nous sommes arrivés au bout des 9 filtres, nous avons atteint le modèle du monde qui fait que vous êtes un être unique au monde. Je suis unique au monde, vous êtes unique au monde, voilà qui va flatter notre ego. Mais ça veut dire aussi qu'il faut considérer que l'autre est aussi unique au monde et qu'il faut prendre le temps d'aller à sa découverte et que parfois sur certaines choses nous allons nous trouver des points de correspondance et ça va aller très bien, la communication va être fluide, et sur certaines choses il peut y avoir de l'incompréhension tout simplement parce qu'on voit les choses différemment. Donc arrêtons de considérer que l'autre est forcément de mauvaise foi, que l'autre a forcément de mauvaises intentions s'il n'a pas compris notre message. Et tenez compte du fait, je suis désolée, ça va décevoir un certain nombre de personnes, que répéter 3 ou 4 fois est donc tout à fait normal, puisque en situation normale, il va rester à peu près 30% d'un message. Et plus le message a été long, par exemple celui-là commence à atteindre les 30 minutes, et bien plus ce message a été long, plus il va y avoir évidemment de la perte. Le principe même de la publicité, il est basé sur la répétition. Pourquoi ? Parce que ce que la publicité a à nous dire ne fait pas partie de notre modèle du monde. Donc si ce que vous avez à dire fait partie du modèle du monde de la personne, eh bien il va quand même falloir répéter, tout simplement par le mécanisme
physique, j'ai envie de dire, naturel, qui a lieu à travers le passage des 9 filtres. Donc là, répétez 3 à 4 fois une information qui vous paraît importante et nécessaire pour être sûr que toutes les personnes l'ont bien compris. Mais cela à condition qu'il n'y ait pas de stress particulier et que ça fasse déjà quand même un petit peu partie de leur modèle du monde. Mais si ça ne fait pas du tout partie de leur modèle du monde et qu'ils n'en ont rien à faire, voire même que c'est un message contraignant, eh bien sûr qu'il va falloir répéter et répéter et répéter et répéter. Et tous les parents du monde le savent. Donc, pour finir, je dirais, soyons heureux. Notre ego peut être flatté. Il apprend aujourd'hui que vous êtes unique, mais la contrepartie fait que il va falloir, être patient et à l'écoute pour bien discuter avec les autres, tout simplement parce qu'ils sont différents de vous. À bientôt!